Bonjour, nouvelle série, cette fois-ci en français, sur un sujet que je ne vois pas souvent couvert et qui est l'usage des logiciels libres dans un environnement professionnel ou semi-professionnel. Alors, soyons clairs, il y a énormément de chaînes YouTube ou de ressources, de sites web sur comment choisir Linux, comment installer Linux, comment paramétrer Linux, comment administrer Linux, etc., etc. Ça, on les trouve à l'appel et donc c'est pas du tout ce que je vais faire. L'objectif de cette chaîne, ça n'est pas de vous dire ce qui est bien, pas bien ou mal, ou au contraire de faire comme moi parce que je suis meilleur et que voilà. Donc le présupposé, c'est que vous savez installer Linux, que vous l'avez déjà fait, ou que vous connaissez quelqu'un qui peut le faire pour vous, ou alors vous êtes simplement très motivé, vous n'avez jamais essayé, et vous allez vous y mettre, mais je ne vais pas du tout vous aider pour faire ça. Je vais quand même vous dire ce que moi j'ai, ce que je trouve pratique, utile, fonctionnel, mais c'est un choix qui restera de ma part éminemment personnel. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire en logiciel libre parce qu'il y en a, et j'essaierai de, là encore, vous indiquer s'il y a une solution de mitigation ou de choses comme ça. Je vais faire une entorse immédiate à mon principe de logiciel libre parce que je vais vous montrer comment à partir de Linux on peut quand même utiliser d'autres systèmes d'exploitation propriétaires en ayant un certain degré d'interaction. Pas toujours le même, mais justement c'est ce qu'on va voir. Pour débuter, un petit tour du matériel que j'utilise le plus souvent. Comme vous voyez, j'ai pas spécialement rangé mon bureau, un petit peu quand même, histoire qu'on s'y retrouve, mais voilà. À l'extrême gauche, vous avez mon laptop qui est un HP 13X360 avec 4 Go de mémoire et un processeur i3, donc c'est pas un foudre de guerre, mais pour faire de la bureautique, c'est largement suffisant. Au milieu, un boîtier HP low profile avec animé par un i7 à 2600 et avec 8 Go de RAM et sur lequel sont attachés deux écrans, un en 16 neuvième 20 pouces extrêmement classique et un en 4 tiers qui est plus ancien mais qui me sert pour tout ce qui est retouche photo parce que je suis un fervent supporter du format micro 4 tiers et cet écran me permet un aperçu à 25% de la taille réelle de l'image, donc c'est extrêmement pratique pour ce que je fais. Tout en bas, c'est pas professionnel à proprement parler, encore que ça puisse l'être. C'est un Kindle qui a été racheté aux douanes sur enchère, donc il est blacklisté chez Amazon. Il me sert à afficher des EPUB, mais il faut retraiter les EPUB à travers Calibre pour les transformer dans le format du Kindle. La tour blanche, c'est mon ancien ordinateur qui a encore environ 1 Tera de disque, donc qui me sert plutôt en serveur de stockage. Petit zoom sur quelques périphériques utiles. D'une part l'appareil photo qu'on peut compter comme périphérique, donc c'est un Olympus EP1 de 2008, donc c'est pas un perdreau de l'année, mais il est très bien reconnu par les filtres d'importation RAW de Linux, donc pratique. La tablette graphique, c'est une Wacom Bamboo pour amateur, on va dire, mais qui est pratique pour la retouche photo, pas du tout adapté au graphisme. Et le pavé numérique qui ne sert à rien, il y en a un sur mon clavier, il ne sert à rien en tant que pavé. En revanche, c'était également un hub et lecteur de cartes. Donc comme le HP Slimline n'a pas de lecteur de cartes intégré, c'est pratique pour télécharger les photos. Et enfin, à tout seigneur tout honneur, la dernière place, le clavier est un IBM type M et c'est un clavier qui a plus de 25 ans et qui est d'un immense confort de frappe et c'est le luxe de mon installation de pouvoir conserver ce clavier. Pas à l'image parce que là c'est vraiment bazar. Il y a un NAS WD MyCloud 3 TB
C'est pas le meilleur des NAS, mais je l'ai acheté plutôt en tant que disque dur externe parce que je comptais le trimballer. Puis finalement, le prix du NAS était pas beaucoup plus cher et il bouge plus de son étagère. Mais je pense quand même qu'un de ces 4 matins, il faudra le remplacer par un Synology. Toujours pas vu à l'image pour imprimer une Brother 7800N qui est une imprimante connectée par réseau, laser noir et blanc. Je n'imprime pas de photos ici, je les donne à tirer par des professionnels parce que je m'intéresse au noir et blanc. Le jet d'encre noir et blanc nécessite des cartouches spécifiques et j'ai pas un tirage suffisant pour justifier l'investissement. Tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour la partie matérielle. Alors, la méthode la plus immédiate, la plus simple et la plus rapide pour interfacer entre guillemets Linux et un système propriétaire genre Windows, c'est depuis toujours le double boot. Donc là, sur ce portable qui a un BIOS EFI, parabole langage, c'est la manière dont ce système est installé. Donc double boot, ce qui n'a pas été sans mal d'ailleurs parce que l'EFI du HP est assez particulier, on va dire. Donc après un certain temps de bataille, on voit que on peut avoir Windows, enfin Linux en principal et Windows en boot secondaire. La raison d'avoir un Windows sur le métal d'un ordinateur, c'est actuellement sans conteste la possibilité de pouvoir flasher les mises à jour des périphériques. Donc là, Windows vit dans sa partition propre du disque dur. Alors, le truc qui est super important quand vous avez un double boot, en revanche, c'est de savoir arrêter les versions récentes de Windows depuis Windows 8. Parce que Microsoft, dans sa grande ingéniosité, a inventé un truc qui s'appelle Quick Start ou quelque chose comme ça. Et en gros, il ne s'arrête jamais véritablement, il met le disque en pause. Et donc, si vous voulez arrêter proprement Windows pour que Linux puisse accéder à son volume en lecture-écriture, il faut savoir arrêter à la ligne de commande en mode administrateur. Donc c'est shut, bon, ça c'est pas très compliqué, hein. Shutdown slash s espace slash f slash t espace 0. Et ça arrête Windows en démontant proprement son disque principal. Et comme ça, le pilote Linux peut l'ouvrir et écrire sur le volume sans crainte de mettre Windows dans un état instable au redémarrage. Donc on va redémarrer Linux derrière. Voilà. Et après vous avez le boot Linux. Bon alors la distribution que j'utilise c'est Manjaro. J'ai essayé de me centraliser sur Manjaro le plus possible. C'est pas forcément la meilleure des distributions, mais elle est basée sur Arch Linux. Les mises à jour sont extrêmement régulières et les logiciels sont à peu près à la pointe. Donc c'est, on va dire, une distribution pour amateurs éclairés qui n'a pas envie de passer sa vie à administrer son système, mais qui a besoin de l'utiliser de temps en temps au milieu. Moi j'aime bien l'intégration KDE. En revanche, j'aime beaucoup moins GNOME. GNOME pour moi me fait beaucoup penser à macOS et j'ai horreur de ça. Voilà, mais c'est ma haine personnelle pour macOS. Ça n'a rien à voir avec une réalité technique, c'est juste que j'aime pas, je m'y sens pas à l'aise. Voilà. Donc là c'est parti, et donc ce que je voulais vous montrer réellement, c'est la raison pour laquelle je l'ai booté, c'est que dans ce cas-là, vous voyez que le disque de Windows n'est pas monté, il est présent dans l'explorateur de fichiers. Bon alors la raison pour laquelle je vous ai montré ça, c'est que vous pouvez voir que le disque dur de Windows apparaît ici, il n'est pas monté pour l'instant, et donc
on peut y accéder depuis Linux, en lecture et en écriture, si on a pris le soin de le démonter proprement dans Windows. Et donc, des documents qui auraient été produits sous Windows peuvent être intégrés dans Linux, et également des pilotes qu'on aurait téléchargés par exemple depuis Linux peuvent être envoyés vers Windows avant d'être décompactés et installés, ou décompactés sous Linux pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est la première méthode la plus simple, c'est Windows sur le métal. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un logiciel, alors d'installer Windows sur un véritable ordinateur présent sur le réseau ou à travers Internet, et d'utiliser un logiciel qui accède au protocole RDP. Donc, par exemple, ici, on va accéder à voilà. Donc là, vous voyez, on est sur un serveur Windows distant, donc il est même carrément très loin. J'y ai accédé parce que j'ai créé un petit script pour emballer XFreeRDP depuis la ligne de commande. Il y a également un emballage KDE qui existe, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, peu importe. Et donc là, vous accédez, bon, c'est un serveur Windows, mais on pourrait accéder potentiellement à autre chose qu'un serveur. Et donc on peut travailler à distance sur un poste Windows si vraiment il y a un logiciel, par exemple professionnel, qu'on voudrait utiliser mais qui n'est pas disponible sous Linux. On peut l'installer sur un serveur Windows et travailler avec le confort de Linux. Donc je disais, on peut quitter le mode plein écran, et vous voyez que ce serveur est dans une fenêtre. Voilà. Donc, comme solution intermédiaire pour exécuter des programmes Windows, entre exécuter Windows à proprement parler sur le métal ou à travers un ordinateur distant, et avant de se lancer dans l'émulation, on a également la possibilité d'utiliser sous Linux spécialement un sous-système qui s'appelle Wine, pour Wine is not an emulator. Autrement dit, Wine n'est pas un émulateur. C'est une couche de traduction des appels système qui transforme les appels système d'un programme exe en appel système Linux. Alors ça peut marcher très bien. Là par exemple on a une version de Firefox pour Windows exécutée à travers Wine, et il n'y a apparemment aucun bug dans l'exécution. Des fois ça marche pas du tout. Et là on va voir un programme par exemple qui pose quelques problèmes d'affichage tout en restant utilisable. Donc c'est pas une solution 100%. Il faut tester, mais si le programme dont on a absolument besoin sous Windows s'exécute sous Wine après les tests de manière correcte, il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors comme vous pouvez le voir dans le coin de l'explorateur, les programmes Windows en question sont actuellement sur une partition Windows propre qui est en double boot sur l'ordinateur, donc ça permet d'exécuter ponctuellement un programme de cette partition à l'intérieur de Linux, pardon, et de partager les résultats dans un répertoire de son propre utilisateur Linux. Là on voit qu'il y a un gros bug graphique par exemple dans OpenOffice. La barre de droite qui contient une fenêtre d'outils voilà, n'apparaît pas, et généralement se comporte plutôt mal. Et on voit qu'en maximisant ou en diminuant, bon,
le problème persiste. Alors comme c'est une barre de propriété qui reprend en grande partie la barre standard, la meilleure des solutions, ça reste de la fermer. Et après on peut travailler. Alors pareil, autre chose que Wine ne fait pas, je pense que ça peut se corriger, c'est le lissage des caractères ne reprend pas celui du système Linux. Enfin bon, visuellement c'est moins beau. Mais en attendant, ça peut être une solution de secours. D'autant que les installateurs pour Windows fonctionnent également sous Wine en général, donc on peut installer le programme dans un environnement pseudo-Windows sans avoir à installer la totalité de Windows et de ses DLL. Et enfin, la dernière solution, c'est l'émulation, donc on va arrêter de taper sous Windows. Et là, on va prendre le grand classique, le Oracle VirtualBox. Et donc, on voit. Alors cette fois-ci, le système ne vit pas dans une partition séparée, c'est un fichier qui simule la présence d'un disque dur sur l'ordinateur. Voilà. Donc ça peut être relativement lent à démarrer parce que il n'aime pas trop être émulé. Mais à l'usage, c'est raisonnablement rapide. Bon, on irait sûrement plus vite avec un Hackintosh, mais voilà. Donc toujours en train de démarrer. Alors il y a des choses qui marchent pas en émulation, notamment le son. Le son fonctionne pas du tout. En revanche, le reste fonctionne assez bien. Bon, c'est pas une démonstration des logiciels macOS. Hein, voilà. L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut partager des répertoires entre Linux et le système on peut faire un partage de répertoire, donc on peut sauvegarder des fichiers depuis macOS et les lire sous Linux, et réciproquement on peut passer préventivement des fichiers à macOS depuis Linux pour finir un traitement, etc. Bon, j'utilise jamais macOS, je déteste ce système, donc vous ne me demanderez pas plus d'explications, mais c'était juste pour la démonstration. Voilà, là encore, vous voyez, on est à pleine fenêtre, mais c'est bien d'une simulation qu'il s'agit, puisque vous pouvez le fenêtrer. Voilà. Bon, allez. Et ça se comporte à peu près comme un vrai ordinateur. Voilà, donc ça c'est un tour rapide des possibilités qu'on a pour sortir en fait du cadre des logiciels libres et utiliser néanmoins des logiciels propriétaires en tant que besoin. Alors maintenant, moi la limite que j'y mets, c'est que les logiciels propriétaires que j'utilise, j'essaye d'éviter qu'ils soient à la source, enfin plus exactement, j'essaye d'éviter qu'ils soient le produit que je peux donner à un client. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que le client ait les droits sur ce que je produis pour lui. Et qu'il ait la capacité dans le futur d'avoir des archives qu'il peut exploiter. Donc j'essaye de fournir au maximum des formats libres. Et c'est pour ça que, bon, des fois, dans la chaîne, on est coincé. Il y a des choses qu'on est obligé de faire avec des logiciels propriétaires. Donc, par exemple, comptabilité. Il n'y a aucun logiciel de comptabilité open source qui soit agréé DGFIP, qui soit agréé par la Direction Générale des Finances Publiques. Donc voilà, par exemple, ça c'est un point instantané de blocage pour le logiciel libre. On ne peut pas faire de comptabilité en France avec. Voilà. Bon, mais sinon, pour l'essentiel, donc ce sera l'objet de ma chaîne, on peut tout à fait produire des documents de qualité professionnelle, quel que soit le domaine, avec Linux, et c'est ce qu'on verra dans les numéros futurs. Voilà, ainsi s'achève ce premier tour rapide sur la manière d'utiliser Linux pour travailler, et bien sûr,
C'est un numéro particulier puisque j'ai commencé par montrer comment ne pas utiliser Linux, même si on l'a, et pouvoir faire appel en tant que besoin au logiciel propriétaire. Donc maintenant, je jure, ça ne se reproduira plus. On passera dans les numéros suivants au logiciel important à maîtriser, enfin, suivant ce qu'on veut faire, et on essaiera d'aborder un certain nombre de domaines au fur et à mesure de mon inspiration. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce premier petit bout de film. J'espère que vous aurez envie de voir la suite. Et si le sujet vous intéresse ou si vous avez des idées ou des choses que vous voudriez voir faire différemment, merci de me le signaler. Et sachant qu'il y aura également probablement des petites discussions de caractère politico-philosophique sur pourquoi, même si c'est plus dur, il vaut mieux utiliser un logiciel libre plutôt qu'un logiciel propriétaire qui est plus simple mais qui en même temps vous coince dans une impasse à un moment. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je voudrais aborder. Donc écoutez, sur ce, on va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!